J'espère que tout va bien de votre côté, que la santé vous accompagne. Après le départ du général Rachid en août 2023, puis celui du général-major Ajosi Jamel, autrefois aux commandes de la 2e région militaire disparue en septembre de la même année, une autre tragédie semble s'approcher à grands pas, et pas n'importe laquelle. Une disparition soudaine brutale, et vous comprendrez très vite pourquoi ce terme n'est pas exagéré, menace de frapper de nouveau les plus hauts échelons de l'armée nationale populaire. Il s'agit cette fois d'une figure éminente, une personnalité clé du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Riss, ex-secrétaire général de ce même ministère. Malheureusement, d'après les informations qui nous parviennent, de la prison militaire de Blida et de l'Algérie, Abdelhamid est entre la vie et la mort. Il est en train de peut-être pousser ses derniers soupirs. C'est une très mauvaise nouvelle parce que cela confirme que la prison militaire de Blida est en train de se transformer en hécatombe. Elle est en train de devenir une hécatombe. Si le décès du général Abdelhamid Riss survient ou est confirmé par sa femme dans les jours à venir, cela risque de provoquer une indignation générale au sein de l'institution militaire. 3 généraux qui meurent en prison, 3 généraux majors. 3 généraux importants. Je rappelle que Rachid Chek n'était pas n'importe qui aussi. Il était responsable du département des industries militaires. Et qu'il était aussi Rachid Chek, plutôt pas Alak Rachid Chek. Et qu'il était aussi l'un des plus hauts gradés les plus influents du pays lors de la période de Gaïd Salah. Et quelle que soit son appartenance clanique ou ses problèmes politiques, il n'en demeure pas moins qu'il a été un décideur militaire important et qu'il a été un homme qui est mort à l'âge de 73 ans dans des conditions troublantes. En réalité, Rachid Chek, comme Haj Larouche Jamel, ils sont décédés faute de soins, parce qu'ils n'ont pas été pris en charge comme il se doit par la médecine militaire. Et nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que Rachid Chek, comme Haj Larouche Jamel, 2 généraux-majors. Chek était général, était directeur de l'industrie militaire de 2005 à 2020. Il a été promu par la suite général-major. Donc 2 généraux-majors qui sont morts faute de soins, et ils sont morts dans les infirmeries de la prison militaire de Blida. Ils n'ont jamais été correctement pris en charge par l'hôpital militaire de Ain Nadja. Ils n'ont jamais eu le temps, les pauvres, de rendre leur dernier souffle à l'hôpital militaire de Blida, puisque leur état de santé s'était gravement détérioré. Et ils étaient uniquement pris en charge par l'infirmerie des prisons militaires dans lesquelles ils étaient incarcérés. Abdelhamid Riss risque de connaître malheureusement, dans peut-être les heures à venir ou les jours à venir, que Dieu lui prête une longue vie, que Dieu soulage ses douleurs. Et nous lui souhaitons un très prompt rétablissement. Sauf que malheureusement, l'espoir est mince, parce que le général-major Abdelhamid Riss est atteint d'un cancer du poumon. Il a raté, selon nos investigations, au moins 7 séances de chimiothérapie, puisque l'administration, la direction de la prison militaire de Blida, ne l'a pas autorisé à aller se soigner ou à retrouver, ou ne lui a pas fourni l'opportunité nécessaire pour aller se soigner, pour aller passer ses séances de chimiothérapie et accomplir ses examens médicaux et donc subir son traitement intensif pour essayer de vivre le plus longtemps possible. C'est un cancer du poumon et c'est un cancer très dangereux, même fatal s'il est à un stade avancé. Mais le général-major Abdelhamid était correctement pris en charge avant son incarcération. Il se soignait d'ailleurs à Genève en Suisse régulièrement. Il était pris en charge par le ministère de la Défense nationale. Il se retrouve à la prison militaire de Blida, privé de soins. Pas la Suisse comme avant, mais il aurait pu au moins se soigner à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Il a été privé de visite. Sa femme ne pouvait pas aller lui rendre visite, et il n'était même pas soigné. Au moins, selon nos investigations, ces séances de chimiothérapie, il n'a pas pu les accomplir ou les effectuer. Aujourd'hui,
il est entre la vie et la mort. Selon nos investigations, il était alité au niveau de l'infirmerie de la prison militaire de Blida et il n'a pas été transféré même par l'hôpital militaire de Ain Naadja. Sa famille subit une pression terrible. Je le dis, et je le certifie, et je l'ai vérifié. La famille de Abdelhamid Riss, et ce n'est pas la peine d'aller les persécuter parce qu'Abdel a raconté ceci et cela. Je n'ai aucun contact avec la famille d'Abdelhamid Riss. J'ai confirmé ces informations via d'autres circuits, via d'autres sources indépendantes et neutres qui m'ont attesté que la famille du général-major Abdelhamid Riss subit une pression terrible pour ne pas confirmer ou pour ne pas donner des nouvelles de l'état de santé de leur père, qui est mourant. Abdelhamid Riss, il est mourant. Un général-major qui a donné sa vie pour l'Algérie, qui a occupé des fonctions importantes au plus haut sommet de l'État algérien. Il n'a même pas été autorisé à bénéficier ou effectuer ses séances de chimiothérapie. Il n'a même pas été transféré vers l'hôpital militaire de Blida. C'est un assassinat. C'est un homicide. C'est un homicide involontaire. Je dirais même volontaire. À l'époque, quand on a parlé du décès du général-major Taki, on n'a pas voulu dire la vérité pour ne pas mettre dans la gêne et pour ne pas blesser, offenser et heurter encore davantage la sensibilité de sa famille. Il n'est jamais mort à l'hôpital militaire de Ain Naadja. Rachid, il était décédé à l'infirmerie dans la prison militaire. Sa famille a subi des pressions, des menaces et des intimidations pour qu'elle ne révèle pas cette information au public, pour qu'elle ne partage pas cette information qui est scandaleuse. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a des détenus malades, très malades dans les prisons militaires, que le ministère de la Défense nationale refuse de soigner, refuse de traiter, refuse de les transférer vers les hôpitaux, refuse de leur diligenter les soins, refuse de les prendre en charge. Contraire à toutes les conventions internationales, c'est contraire à tous les principes de droit national et international, c'est contraire aux principes de l'éthique et de la morale. Abdelhamid Riss, il est mourant, je pèse mes mots, il est mourant, et l'on risque malheureusement d'apprendre une mauvaise nouvelle, de confirmer son décès dans les jours à venir. Un cancer des poumons. Un cancer du poumon qui n'est pas traité. Malheureusement, c'est fatal, et il risque d'avoir... Il ne peut même pas respirer. Il pourrait donc malheureusement décéder brutalement dans les heures, dans les jours à venir. Qui est Abdelhamid Riss? Je rappelle qu'Abdelhamid Riss n'était pas n'importe qui, qu'il était le secrétaire général du ministère de la Défense nationale de 2018 à 2021, qu'il était l'un des plus importants décideurs de l'institution militaire durant ces 10 dernières années, qu'il a été condamné à 15 ans de prison ferme dans des circonstances tout simplement opaques. Je rappelle qu'il a été incarcéré au milieu du mois de juillet 2021. Ensuite, il a été soumis à une enquête. Il a été condamné en 2023 à 15 ans de prison ferme. 15 ans de prison ferme à une quinzaine d'années de prison ferme. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Officiellement, on lui reproche, il a été inculpé d'enrichissement illicite, d'abus de fonction et de détournement de deniers publics. Quels sont ces détournements? Quels sont ces abus de fonction? On n'en sait rien. La procédure est déroulée. La procédure, elle était totalement expéditive. En réalité, son dossier est lié à l'extradition en août 2020 de l'adjudant-chef Bounouira, qui était l'ancien secrétaire général, l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah. On l'accuse d'être impliqué dans un réseau de corruption au sein de l'armée. En réalité, avec des témoignages, sous pression, y compris avec des chantages sur des familles qui ont été utilisées pour étayer les charges contre Abdelhamid Riss. C'est tout ce que nous avons pu confirmer. Le dossier, il est vide. Quelqu'un qui a volé de l'argent
est-ce qu'il a un patrimoine? Est-ce qu'on a retrouvé des villas au nom de Abdelhamid Riss, au nom de ses enfants? Est-ce qu'il a des comptes à l'étranger qui sont pleins à craquer au nom de ses enfants, de ses parents, de son épouse, ou bien dans son nom lui-même? Est-ce qu'on a retrouvé des véhicules de luxe? Est-ce qu'on a quelqu'un qui vole? Il y a des traces. Quand on vole de l'argent, cet argent, il est caché quelque part en espèces, dans des maisons, etc. Il y a des perquisitions qui débusquent ces cachettes, où il y a des acquisitions. Quand on est riche, on fait des acquisitions. On a un train de vie. Rien dans le train de vie ou dans le mode de vie ou dans les activités familiales du général-major Abdelhamid Riss n'a laissé dévoiler un quelconque signe d'enrichissement ostentatoire et illicite. Donc il est lié aussi, l'affaire de Abdelhamid, elle est liée aussi à l'affaire de Ouaza, elle est liée à l'affaire de démantèlement. En fait, c'est le dossier du démantèlement du clan de Gaïd Salah. Abdelhamid, il a fait les frais d'une purge qui a été menée par Saïd Chengria contre le clan de Gaïd Salah pour imposer un nouveau clan qui est le clan de Saïd Chengria. Je peux comprendre que Saïd voulait se débarrasser de Abdelhamid Riss, qu'il voulait le mettre hors d'état de nuire, qu'il le détestait, qu'il était pour lui un symbole de Gaïd Salah et qu'il voulait le relever de ses fonctions. Mais le mettre en prison, le condamner à une quinzaine d'années de prison ferme. L'empêcher de se soigner, le priver de ses séances de chimiothérapie, le priver de visites familiales, s'acharner contre lui, c'est inhumain, c'est barbare. Ça, c'est un crime. Ça, ce n'est pas de la justice. Ça, c'est un crime. Yana, je dis bien ça, c'est un crime. Ce n'est plus de la justice. C'est un crime. Jugé dans une opacité totale, sans qu'il y ait la moindre transparence, sans que sa famille ne puisse accéder au dossier, sans que le principe de présomption d'innocence ne soit respecté, c'est très grave. L'affaire Abdelhamid Riss, elle devrait nous inciter à nous intéresser de près à ce qui se passe au sein de l'institution militaire algérienne. On disait que Abdelhamid était un corrompu, un salopard à la méchante. Nous avons fait une enquête neutre. Abdelhamid, je l'ai même critiqué quand il était au pouvoir. Je l'ai même critiqué. J'étais le premier et le seul journaliste qui a révélé en 2020 que Abdelhamid Riss se soignait en Suisse, à Genève, et que les Suisses lui ont demandé de quitter l'hôpital parce qu'il y avait une période de confinement sanitaire et d'aller terminer ses soins en Algérie. J'étais le seul à avoir critiqué ouvertement sa prise en charge, qui me semblait à l'époque excessive et très coûteuse pour le trésor public de l'Algérie, le public algérien dans les hôpitaux suisses. Donc je n'ai aucune complaisance particulière à l'égard de Abdelhamid Riss. Donc je n'ai pas de complaisance, je n'ai ni complicité ni complaisance, et je n'ai aucune passivité. Donc on ne peut pas me reprocher d'être un allié ou d'être un proche ou d'être un membre du clan de Abdelhamid Riss. Moi je dis la vérité, rien que la vérité. Moi je suis un homme de vérité. J'aime la vérité. J'aime la vérité des faits. J'ai vérifié les faits auprès de plusieurs sources. Abdelhamid, il avait beaucoup de défauts, mais il avait aussi beaucoup de qualités. C'était un homme qui aimait la réconciliation, un homme qui aimait le compromis, qui aimait le dialogue. Ce n'était pas une brute, et au sein de l'institution militaire algérienne, c'est une grande qualité. Au regard du nombre important de généraux bruts, frustres et concrets que nous avons, il était un homme brillant intellectuellement. Il était un homme favorable au dialogue, favorable au compromis. Il n'était pas du tout dans une optique de persécution, il n'aimait pas du tout la persécution ni la domination. Sur le plan de la qualité, on nous a dit qu'il était corrompu, qu'il s'était enrichi de façon illicite,
et qu'il avait accumulé des fortunes colossales. Nous n'avons trouvé aucune trace d'une fortune colossale. Au contraire, il refusait systématiquement les cadeaux quand il était en mission à l'étranger. On m'a raconté personnellement d'une source très fiable qu'il y a une année, à une époque, il était en visite officielle en Allemagne, au nom du ministère de la Défense nationale, et les autorités allemandes, les Allemands voulaient lui offrir un cadeau. Il avait refusé de le prendre. Il a failli provoquer d'ailleurs un incident diplomatique avec les autorités allemandes au regard de son comportement et de sa décision. Et il n'a pas voulu céder à la tentation. Il refusait des cadeaux. Il estimait que ces cadeaux étaient une forme de corruption et que tant qu'il n'avait pas le feu vert des autorités suprêmes du pays, il ne pouvait pas s'engager à prendre des cadeaux de la part des étrangers. On m'a même certifié que lorsqu'il acceptait exceptionnellement des cadeaux de la part des autorités étrangères, il les remettait immédiatement au ministère de la Défense nationale, qui se chargeait de les utiliser ou bien de décider de leur usage et de leur sort. Il n'a jamais pris un cadeau pour lui-même. Et ça, je l'ai pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes et indépendantes. Quand on dit qu'il a trahi l'Algérie avec l'affaire Bounouira, il n'a aucun lien avec Bounouira. Il n'a aucun lien avec les complots politiques. Il a servi fidèlement le pays, c'était un proche de Gaïd Salah. Il respectait Gaïd Salah. Il vénérait Gaïd Salah comme l'ensemble des officiers supérieurs de l'armée nationale populaire, qui avaient un profond respect, un dévouement pour Gaïd Salah à l'époque. Et Gaïd Salah, il a dirigé l'armée nationale populaire en tant que chef d'état-major de l'armée de 2005 à 2019. Ensuite, en tant que vice-ministre de la Défense nationale de 2013 à 2019. Donc on ne peut pas... Gaïd Salah était là depuis 2004, même pas 2005, depuis 2004, je crois. Donc Ahmed Gaïd Salah c'était un personnage historique, c'était un personnage important, ce n'était pas n'importe qui. Impossible de ne pas avoir du dévouement et de l'affection, et en plus c'était un personnage dur, etc. Mais il avait été aussi attachant. En tout cas, les collaborateurs proches de Gaïd Salah ont toujours éprouvé à son égard une forme d'admiration. Et Abdelhamid Riss n'est pas le dernier ou le seul des généraux algériens qui a éprouvé de l'admiration, encore une fois, pour Gaïd Salah, qui était chef d'état-major de l'armée nationale populaire depuis le 3 août 2004 jusqu'à sa mort le 23 décembre 2019, depuis le 3 août 2004. On nous disait que M. Abdelhamid Riss était un comploté, c'était un traître, etc. En réalité, son histoire, elle est liée... Lui-même, il est victime d'un complot. Il faut savoir qu'il a été victime d'un complot infondé et élaboré sur la base de rapports sécuritaires totalement falsifiés. À l'époque, la direction centrale à la sécurité de l'armée, dirigée par le général Sid Ali Ouzmili, était placé sous l'emprise de son frère, le colonel Omar, qui était à la retraite, le colonel Omar Ouzmili, et le commandant, le fameux colonel Tarek Amirat, qui était l'un des hauts gradés des services de renseignement extérieurs et qui était très influent parce qu'il était très proche de Omar Ouzmili, le frère de Sid Ali Ouzmili, le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée de 2010 à 2020 à 2022. Ces personnages sombres et malhonnêtes que nous avons déjà dénoncés dans nos enquêtes et dans nos révélations, ce sont eux qui ont remis à Sid Ali Ouzmili un rapport accablant contre Abdelhamid Riss et contre d'autres officiers, comme par exemple le général Youssef Bizit. Je précise encore une fois que tous les personnages qui semblent être défendus dans cette émission, je les ai dénoncés. Mon général-major, Youssef Bizit, alias voilà Youssef Bit, qui était l'ancien patron des services de la direction de la documentation de la sécurité extérieure de 2020 et qui était à l'époque de BFC
aussi patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, je crois que c'était de 2017 à 2019. Je les ai dénoncés et je les ai critiqués, surtout Youssef Bitt. L'histoire de Abdelhamid, c'est quoi? L'histoire de Abdelhamid, c'est que on a fait croire à Shengria que Abdelhamid essayait de plaire à Tebboune ou essayait d'établir une alliance avec Tebboune ou d'essayer d'établir des liens de confiance avec Tebboune pour gagner les faveurs, les bonnes faveurs et la confiance de Tebboune afin de devenir par la suite vice-ministre de la Défense nationale. Quand il était secrétaire général du ministère de la Défense nationale, il n'a pas été limogé, relevé de ses fonctions rapidement quand Saïd Shengria est venu, quand il a pris la tête de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il était resté encore en place jusqu'à 2021 durant 2021. Saïd Shengria et son entourage l'ont bombardé de rapports falsifiés. En réalité, Saïd Shengria, dès le départ, avait peur de Abdelhamid Riss. La vérité pourquoi? Parce que Abdelhamid Riss était plus intellectuel que lui, mieux formé que lui, plus expérimenté que lui. Lui, il connaissait beaucoup mieux les rouages du ministère de la Défense nationale que Saïd Shengria. Donc Saïd Shengria l'avait dans le viseur dès le départ. Saïd Shengria, dès le départ, voulait démonter tout le clan Salah, les envoyer tous en prison et imposer ses propres hommes et son propre clan. Et il a convaincu Tebboune de marcher dans cette combine parce qu'il a dit à Tebboune « Les clans de Gaïd Salah finiront par se retourner contre toi et contre moi. Créons notre propre système. Imposons notre propre emprise sur l'institution militaire pour pouvoir pérenniser et garantir notre longévité à la tête du pays. » Abdelhamid Riss. Shengria avait une sorte de course contre la montre pour conclure une alliance rapide avec Tebboune, parce que Shengria avait peur que Tebboune choisisse Abdelhamid Riss pour le promouvoir comme vice-ministre de la Défense nationale, ou le conserve, ou le garde auprès de lui comme étant l'un des décideurs les plus importants du ministère de la Défense nationale. C'est pour ça que Shengria a tout fait pour décapiter rapidement Abdelhamid Riss. Il lui a fabriqué un dossier, il l'a collé avec Ahmed Bounouira. Ensuite, il lui a collé des dossiers de corruption avec les IRAD. Ils lui ont fabriqué tout un dossier qui n'est fondé sur rien, aucune preuve, aucune pièce à conviction, que des rumeurs, que des fausses informations, que des ragots qui ne sont étayés par aucun élément matériel. Youssef Bitt, la même chose. Shengria ne l'aimait pas, il ne l'appréciait pas parce qu'il pensait que ce poste était en train de préparer un autre complot. Shengria avait très peur en 2019, en 2020, 2021. Shengria voulait assurer sa survie. Il pensait qu'il pouvait assurer sa survie en éliminant tous ses détracteurs, tous ses concurrents, tous ses adversaires. Et puis, il voyait les autres. Shengria voyait tous les autres décideurs militaires comme étant des concurrents, des détracteurs et des adversaires. Youssef Bitt, que je n'ai jamais supporté, que j'ai critiqué. Et vous pouvez d'ailleurs lire tous les articles qu'on a faits sur lui, toutes les révélations que nous avons sur lui, etc. Le général B, on l'a vraiment, mais vraiment critiqué. Quelques exemples, comment on l'a appelé. On a tellement fait d'émissions sur lui. Je vous dirai d'autres, je vous donnerai des cas très précis plus tard. D'ailleurs, je ferai un direct sur ça. Parce que le général Bizit, c'est un cas particulier sur lequel on en a vraiment... Voilà. Il y a 5 ans, par exemple, le général a été majeur. Voilà, on en a parlé il y a 5 ans lors de son installation. Allez lire l'article que nous avons fait le 16 avril 2020. On a raconté tout. Youssef Posé vient d'être nommé à la tête de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, la plus stratégique du service secret algérien, l'ex-direction du renseignement et de la sécurité. On a raconté toute son histoire. Et ses travers, et ses défaillances, et ses défauts, etc.
et comme quoi son retour n'a jamais été souhaitable, il n'est pas intéressant. Et Youssef Bit Shengria ne l'apprécie pas. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que Tebboune, en le rappelant en 2020, voulait le placer à la tête des services secrets comme coordinateur pour remplacer le général-major Tag. Et Bit et Shengria étaient à couteau tiré. Mais Amnou Shengria voyait en Bézit un danger permanent. Il voyait en lui un potentiel comploteur, quelqu'un qui pourrait l'empêcher d'asseoir son pouvoir sur l'institution militaire, qui pourrait lui faire des coups bas et qui pourrait l'empêcher de réaliser son projet totalitaire, qui est encore une fois de monopoliser tous les pouvoirs à la tête de l'institution militaire. La même chose, il se positionnait. Il a été décapité, etc. Il a été emprisonné. Rappelez-vous, c'était en 2022, je crois, qu'il a été emprisonné. Et par la suite, il a été condamné, lui aussi, à une longue peine de prison ferme, et il a complètement disparu. Général Bit, etc. On a raconté son histoire, comment il a reçu un cadeau de la part des Émirats, apparemment 1.44. Il l'avait déclaré auprès du ministère de la Défense nationale, etc. Et voilà, il y a 3 ans, nous avons parlé de la fête du général... non, ça c'est le général Mohamed Kaidi. Nous avons une archive très complète, très complète, très complexe et très étendue. Abdamidis ou Abdelim, Abdamidis et Youssef Bit, ce n'est ni plus ni moins qu'un règlement de compte. Des règlements de compte. Shengria s'est débarrassé du problème. Comme Shengria avait le pouvoir sur... Il contrôlait toute la justice militaire, qu'il avait la direction centrale de la sécurité de l'armée entre ses mains, qu'il avait la possibilité d'incarcérer, de placer sous mandat de dépôt qu'il veut quand il veut. Et comme Abdelmajid Tebboune a décidé d'abandonner les anciens membres du clan de Gaïd Salah parce qu'il ne leur faisait pas confiance. Et parce qu'à l'époque des élections présidentielles de décembre 2019, Tebboune avait compris que le clan Gaïd Salah n'était pas en sa faveur, qu'il était en faveur d'un autre candidat. Notamment l'ancien chef de la direction générale de la sécurité intérieure à l'époque, l'ancien chef des services secrets algériens, le renseignement intérieur algérien, la direction générale de la sécurité intérieure Winnie Boadza était totalement opposé à l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. Il soutenait un autre candidat qui était connu, c'était l'ancien secrétaire général du Rassemblement national démocratique, etc., l'ancien ministre de la Culture. Et Tebboune voulait aussi se venger. Il voulait se venger parce que les anciens du clan Gaïd Salah allaient un jour ou l'autre se retourner contre lui parce qu'ils n'étaient pas pour qu'il arrive au pouvoir. C'était pas pour qu'il devienne président de la République. Donc Abdelmajid a tourné le dos au clan Gaïd Salah, aux anciens membres du clan de Gaïd Salah. Il a préféré faire alliance pour les désintégrer. Et c'est comme ça qu'Abdamid s'est retrouvé en prison. Franchement, vous allez me dire, Abdou, ils s'entretuent entre eux, il est tout le mal. Le mal, c'est que Abdamid, comme Reed, comme Jam, etc., ce sont au-delà de leur personne, encore une fois, ce sont, je rappelle, des serviteurs de l'État. Ils ont servi l'armée nationale populaire. Ils ont été à la tête d'institutions stratégiques. Voilà, c'était Asdoubi en 2019, qui était soutenu majoritairement par le clan Gaïd Salah. Mais Gaïd Salah lui-même, Ahmed Gaïd Salah, a finalement penché en faveur de Tebboune. Il a préféré Tebboune et l'a placé à la tête de l'État. Ils auraient pu l'évincer, relever Abdamid de ses fonctions, le mettre à la retraite, le déposséder de ses privilèges. Et ça s'arrête là. Le mettre en prison, lui refuser des soins, le condamner à plus de 15 ans quand il est âgé de 75 ans. Quelqu'un qui est âgé de... C'est une condamnation à mort.
Franchement, à quoi ça rime de placer en détention des personnalités âgées malades, en plus, qui ont occupé des fonctions suprêmes au plus haut sommet de l'État? Ça rime à quoi? Si ce n'est pour les humilier, pour les tuer, pour les accabler, pour les enterrer, pour leur faire du mal. Ça ne rime à rien, ça. Ça n'a aucun sens. Normalement, dans les pays civilisés, quand on est âgé de plus de 75 ans ou 75 ans ou presque 80 ans, on est libéré. On est remis en liberté, liberté conditionnelle, assigné à résidence contrôle judiciaire. Il y a d'autres formes de punition que la justice militaire aurait pu expérimenter, aurait pu appliquer. Ce sont des personnes âgées malades, qui ont été privées de soins et qui sont mortes en prison. Alors qu'on le veuille ou non, Serko, j'étais d'accord avec Gaïd Salah. Ils étaient lodge favorables, ils étaient dans le clan de Gaïd Salah. Ils ont servi l'Algérie durant leur parcours, ils ont risqué leur vie durant la guerre civile des années 90. Ils ont servi l'Algérie durant les années 70. Ils ont contribué à l'édification de l'institution militaire juste après l'indépendance du pays, jusqu'à aujourd'hui encore. Ce sont des officiers qui ont 40 ans, 30 ans de service ou plus, même pour l'intérêt général du pays et pour l'institution militaire. Ils ont fait des conneries, on aurait pu les punir autrement. Mais s'acharner contre eux, les emprisonner, y compris quand ils sont malades, les empêcher de se soigner, les empêcher de voir leur famille, empêcher leur hospitalisation, et ne pas les libérer, c'est tout simplement une volonté, un dessein pour les tuer, pour les assassiner. C'est barbare, c'est criminel, c'est même inhumain. Toute ma solidarité avec la famille de Abdam Idriz. Je sais qu'il a peu de chances de s'en sortir. Malheureusement, un cancer du poumon, cela ne pardonne pas. Et toute ma solidarité avec toutes les familles des détenus politiques, y compris les familles des généraux algériens dont les pères sont emprisonnés abusivement à un âge avancé, avec des maladies chroniques très graves et handicapantes. Je suis désolé, ce ne sont pas ces généraux, c'est l'Algérie que l'on a fini par humilier, par mépriser. C'est barbare, inhumain encore une fois,